il y a évidemment beaucoup trop à faire pour le temps dont nous disposons peut-être de tout le temps que nous souhaitons. Enfin, nous serons fatigués. Alors, je rappelle aux traductrices de ne pas hésiter à me demander de ralentir s'il le faut. Et je les remercie toutes les deux pour le travail remarquable qu'elles font en ce moment, car je sais que c'est très difficile de traduire en traduction simultanée de la philosophie. Et c'est pas la même chose que de traduire des interventions au Parlement européen. Ce que je ne dis pas par allusion à la récente charge de député de Massimo Cacciari. Je sais que c'est très difficile. Or, mes interlocuteurs ont été effroyablement philosophes, techniciens, donc merci. Alors, c'est très difficile. Je ne peux pas prendre l'un après l'autre dans l'ordre parce que je crois qu'alors on n'en finira pas. Pourtant, je vais quand même y être conduit, plus ou moins. Mais je vais essayer de prendre d'abord quand même ce qui me semble ressortir de plus important, de plus insistant peut-être, en tout cas à travers les interventions de Cacciari et de Vitiello, et à savoir ce qui touche à l'histoire, à la philosophie. Dans son histoire, la philosophie, dans son rapport au monde, à la nouveauté ou à la non-nouveauté. Là, je crois qu'il y a quelque chose qui est très important. Et sur le fond de quoi je suis, je crois, essentiellement d'accord, essentiellement, ça n'empêche pas peut-être des désaccords, mais essentiellement d'accord avec ce que les deux ont dit. D'abord, j'aimerais dire que il y a toujours quelque chose de dangereux à présenter quelqu'un comme un philosophe nouveau et en général à présenter de la philosophie comme nouvelle. Sur ces deux points, je suis tout à fait d'accord. Ce qui n'est pas une récusation de l'expression du philosophie à venir, parce que ça aussi, ça a du sens. Ce qui est compliqué, c'est de saisir les deux à la fois. Et d'abord, moi, je n'ai pas tellement le sentiment de proposer une nouvelle philosophie, parce que ce serait incohérent avec le thème de la fin de la philosophie. Le thème de la fin de la philosophie, qui est heideggerien, il faut toujours l'accompagner de son complément chez Heidegger, qui est d'ailleurs le titre d'une conférence célèbre de Heidegger, la fin de la philosophie et la tâche de la pensée. La tâche, devoir, travail à faire. Aufgabe des Denkens. Ça veut dire que quand on parle de fin de la philosophie, en réalité, Heidegger parle de la fin d'une certaine autodétermination de la philosophie, et pour le dire de manière aussi serrée que possible, de la fin de l'autodétermination de la philosophie comme vision du monde. Par conséquent, par là déjà je touche à la question du monde, la fin de la détermination de la philosophie comme production d'une image, d'un schème, d'un modèle, comme on voudra, un bild, le mot de Heidegger est aussi le titre d'un autre texte, c'est Weltbild, production d'un bild, à quoi on va dire que le monde est conforme en son essence ou doit être conforme dans son devenir. C'est, je crois, exactement cela dont Heidegger, pas le seul d'ailleurs, parce que d'ailleurs on n'est jamais seul dans cette histoire, c'est pour ça moi non plus, je ne suis pas seul du tout, loin de là, dont Heidegger, par exemple, en même temps que Wittgenstein, ou en même temps que Bergson, ou que Bataille,
tout cela pour des raisons très différentes. Ils ont ensemble enregistré, en quelque sorte, cette fin. Et cette fin est elle-même, n'est pas du tout une histoire interne à la philosophie, cette fin des images du monde, des visions du monde. Alors rappelez-vous que près de Weltbild, il y a aussi Weltanschauung. Et Weltanschauung, c'est-à-dire plus littéralement de vision intuitive et saisie du monde, ça a été un grand mot de la doctrine nazie. Le pouvoir nazi se caractérise même par le fait d'avoir comporté un ministère un organe gouvernemental de la Weltanschauung. Donc, dans cette fin de la philosophie comme construction d'une image à laquelle le monde devrait se conformer, il y a un événement qui est lui-même un événement mondial. Et cet événement mondial, c'est un événement à l'intérieur de l'histoire du monde en tant qu'histoire de l'Occident, parce que depuis que l'Occident est Occident, il a engagé l'histoire du monde et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de produire ce qu'on appelle la mondialisation, qui est aussi bien l'occidentalisation du monde, mais par conséquent aussi la dissolution de l'Occident comme entité singulière, différente, qui serait en mesure justement de donner l'image, la vraie ou la bonne image du monde. Alors, cela veut dire, et c'est là je crois je viens au plus près de ce que voulait dire Cacciari et Richello sur le rapport à l'histoire de la philosophie, ça veut dire que la philosophie est une production spécifique de l'Occident. On peut dire, comme a dit Richello, philosophie occidentale, mais même cela est une expression problématique. Alors il faut s'entendre sur ce qu'on appelle philosophie. Mais si philosophie est quelque chose de spécifique, c'est-à-dire si ça n'est pas une sagesse, si ça n'est pas une religion, et si ça n'est pas une science, si c'est donc la philosophie, c'est occidental. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, et c'est ça je crois aussi par quoi nous repassons maintenant, de façon tout à fait nécessaire dans notre histoire, cette affaire occidentale veut dire que l'Occident est précisément ce qui commence lorsque il n'y a plus de religion disponible, de sagesse disponible, bref, lorsqu'il n'y a plus d'ordre du sens donné. Alors quand je dis il n'y a plus de religion disponible, on va dire, ah oui, mais justement, l'Occident commence avec, oui, l'Occident commence avec une ou plusieurs religions, enfin une triplicité au moins de religions qui correspondent à ce qu'on appelle le monothéisme. Alors ce que j'aimerais dire ici, bien que ça il n'en ait pas été question, mais ça affleure à la fin des questions de Richello, c'est que avec le monothéisme, il s'est passé quelque chose de fondamentalement et radicalement différent de ce qu'on appelle la religion ou les religions en général. Donc, mais je ne vais pas m'engager sur ce terrain maintenant. Et alors, donc, premièrement, je crois très important, en effet, de dire que, de ce point de vue-là, il ne se passe maintenant rien de nouveau. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'il n'y a pas plus de nouvelle philosophie, ni de philosophie qui demain devrait être la nouveauté qu'on attendrait pour quoi? Pour enfin donner la bonne image du monde. Non, nous sommes plutôt à un moment, certainement de mutation très très important d'une histoire qui a commencé, je dirais, comme l'histoire de la
non-disponibilité, de la non-présupposabilité du sens ou de la vérité. Alors si je suis bien obligé d'évoquer rapidement l'aspect religieux de la chose, c'est que la forme la plus visible de cet événement occidental, c'est ce qu'on a 36 fois répété depuis les Grecs jusqu'à Hölderlin, Nietzsche et nous, c'est le retrait des dieux. Le retrait des dieux, ça veut dire le retrait de la disponibilité du sens ou de la vérité. Ça n'est pas, l'Occident l'a peut-être très longtemps interprété comme une perte, comme une perte dommageable qu'il fallait réparer. Je crois qu'en effet, toute l'histoire de la philosophie occidentale pourrait montrer qu'au cœur de la philosophie, il n'est jamais question d'une perte. Il est plutôt question de ce que signifie avoir affaire à la question du sens ou de la vérité comme à la question de ce qui n'est pas disponible. Donc pour le dire de manière très sommaire, élémentaire, la question de ce qui est à faire et non pas de ce qui est à recueillir ou à calquer selon un schéma, une image qui serait quelque part disponible ou donnée. Alors, de ce point de vue-là, je suis absolument d'accord avec vous, Katia, complètement. Et je dirais même que, puisque vous avez parlé du Eslipt, un peu à un autre propos auquel je reviendrai ensuite, mais je dirais même que ce qui se passe pour nous aujourd'hui, c'est ce que la philosophie a toujours su. Je veux dire par là, parce que la philosophie n'est rien de supérieur. Non, la philosophie est simplement l'enregistrement de l'expérience occidentale. Donc, à ce titre-là, la philosophie a en effet toujours été l'enregistrement, le recueil, si vous voulez, et la tentative de donner parole à ce que Kaccharir a rappelé de Heidegger, à savoir au Eslipt. Il y a, ça donne quelque chose, ça donne, mais justement, avec cela, rien n'est donné. Ce qui est donné, c'est en effet l'être jeté, et derrière cet être jeté, il n'y a pas à remonter, c'est-à-dire, je crois qu'en effet, c'est ça la grande leçon matricielle de Heidegger, moi, c'est que l'être n'est pas derrière l'être jeté. L'être est entièrement, pour le dire comme ça, son propre être jeté. Et donc tout commence par là. Peut-être qu'on pourrait dire, mais vraiment, presque tout bêtement, on pourrait dire, oui, tout commence par l'histoire de la chute de l'âme chez Platon. Après, il reste à savoir comment cela même s'auto-interprète. Bon, voilà. C'est pour ça que je dirais alors qu'aujourd'hui, une forme très générale de nos questions, parce que ce sont toutes nos questions, ce qui me frappe, c'est que, bon, ici j'ai 4 interlocuteurs, mais qui sont très divers entre eux, mais il me semble qu'il y a au moins quelque chose qui nous est commun, et qui est commun à bien d'autres. Aujourd'hui, je dirais peut-être à tous ceux qui font sérieusement un travail de pensée, bien, ce qui nous est commun aujourd'hui, c'est une sorte de nouvel étalement du SI. C'est là, c'est donné, c'est jeté, et nous sommes jetés dans cette jetée. Et actuellement, ça s'appelle mondialisation. Évidemment, là, il y a une grosse question, je suis obligé de la laisser de côté parce qu'il n'en a pas été question. Bon, pourquoi mondialisation
est en même temps globalisation, pourquoi c'est en même temps le triomphe du capitalisme. Et bon, il y a des quantités de questions qui me passionnent par ailleurs, sur lesquelles aussi je travaille. Je voudrais simplement rappeler qu'on a peut-être un peu trop oublié, à la faveur d'une certaine image marxiste du monde, justement, quand on a pris le marxisme comme une vision du monde, on a cru que le marxisme était la vision de l'opposé du capitalisme et de sa destruction. Il faut se rappeler que chez Marx lui-même, c'est beaucoup plus compliqué que cela, que Marx essayait de penser le rôle historique du capitalisme. Donc le rôle historique, d'une certaine façon, si on veut, du nihilisme. Parce que le capitalisme, c'est le nihilisme, c'est l'anéantissement, si on veut, de toute valeur dans l'équivalent général. Bon, mais je laisse ça de côté, parce qu'on ne peut pas s'en occuper. Donc voilà le premier point que je voudrais prendre. Et je peux le rattacher à ce qui a été dit de l'abgrund du manquement, ce qui a été dit d'ailleurs en commun, l'un après l'autre, par Charité aussi. Bon, l'abgrund, que souvent on traduit moins en français par l'abîme. Non plus littéralement, c'est pas l'abîme, c'est le non-fondement. Le fait de ne pas être fondé. Bien. Il s'agit de la même chose que ce dont je viens de parler, le non-fondement et la caractéristique ontologique de l'être jeté. Et voilà ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui. Et d'une certaine manière, voilà ce à quoi l'Occident a peut-être toujours eu affaire, mais qu'il nous revient maintenant, premièrement, peut-être de débarrasser des images de fondement qu'on avait cru pouvoir poser sur ce non-fondement. Je veux dire qu'on ait cru pouvoir mettre à la place de ce fondement un étant suprême, un Dieu comme être suprême. Je précise bien, comme être suprême, ce qui est autre chose que le Dieu de la relation dont vous avez parlé, on pourra en reparler après. Un Dieu comme être suprême, une humanité totale comme achèvement de l'histoire, ou un devenir nature de l'humanité, ou un devenir intégralement humain de la nature, etc., etc. C'est ça, les images du monde qui sont désormais au moins bien sérieusement entamées, sinon, et qui pour nous, philosophes, sont, en effet, sont désormais nuls et non avenues. Ce qui veut dire que nous reprenons la question de l'absence de fondement, et alors peut-être, voilà, peut-être en étant aujourd'hui capable de, et en tout cas tenu, de débarrasser la question du manque de fondement de sa détermination uniquement négative, abyssale, catastrophique, dont il y a encore un écho important chez Heidegger. Et de ce point de vue-là, je discuterai encore sur ce qu'on doit comprendre par l'angoisse. Bon, parce que le abgrund soit rien, d'accord. Mais que devant le rien, il y ait l'angoisse, d'accord, encore. Et que là-dedans, qu'est-ce qui se joue? Sinon, justement, la possibilité, non pas de sauter dans l'abgrund, ni non plus de relever le destin comme par une sorte de défi. Il y a ces deux tonalités chez Heidegger, et c'est peut-être pas étranger à ce qui a été la formidable erreur politique de Heidegger.
donc c'est pour ça, je crois que maintenant, et donc de façon très précisément liée à l'histoire du monde, et donc de la philosophie, dans le XXe siècle, la question est de savoir comment fonder dans l'absence de fondement. C'est-à-dire comprendre le Abgrund comme, excusez-moi, je parle allemand un peu, c'est pour faire plaisir à Vichello. Mit Vichello, wir sprechen Deutsch, parce qu'il ne sait pas l'italien. Alors, non, transformer le Abgrund en un Abgründen. Est-ce que c'est ce qui veut dire, si vous voulez, transformer le sans fond en un. C'est beaucoup plus difficile à faire en français, un sans fondé, un fondé sans fond, vous voyez. Bon. Là, il y a une ressource de l'allemand qui sans faire de nationalisme linguistique, comme les philosophes l'ont trop souvent fait, il y a une ressource unique. Donc voilà. Et alors là, je dirais tout de suite que cette affaire-là, pour moi, se relie immédiatement à un thème dont je notais qu'il correspond à certaines choses, encore qu'il y en a plusieurs des choses qui ont été dites, cette fois aussi par Donat ou par Esposito, et qui est que l'ensemble de cette problématique, jointe au fait que tout cela nous amène devant une question d'origine, de monde, de limite du monde, que nous sommes maintenant devant le monde comme s'il était à lui-même sa propre origine, mais du coup une origine qui ne serait pas non plus une origine, qui étalerait son Abgrund, justement, et du coup son nihilisme, et qu'en même temps nous sommes en effet au bord du monde, mais à des bords tels qu'il est clair qu'il n'y a pas d'autre monde, ni d'outre-monde, c'est-à-dire que s'il doit être question de transcendance, alors il faut se demander en quel sens, de quelle manière, mais certainement pas la transcendance d'un autre monde, ni donc non plus celle d'un autre sujet du monde qui serait ailleurs, etc. Eh bien, alors je veux dire que tout ça, moi, me ramène vers un thème, alors repris de la théologie, mais qui a donné une quantité de questions très compliquées et passionnantes dans toute l'histoire de la philosophie, qui est le thème de la création. Et je dirais, de manière un peu provocante, la question fondamentale devant laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est celle de la création du monde. Je veux dire au sens très précis que la théologie et les grands mystiques surtout, les trois monothéismes, ont su donner à création, à savoir la provenance ex nihilo, qui n'est pas du tout une fabrication, qui ne suppose pas un sujet fabricateur, qui suppose au contraire que dans le nihil où il y a ex nihilo, ce nihil, c'est aussi bien le nihil de sujet, de producteur, etc. Se demander comment fonder sans fondement, ou plutôt comment infonder, voilà, on pourrait dire un peu sur le modèle formel de l'in politico de Esposito, on pourrait dire qu'il s'agit de infondare. Eh bien, comment infonder, ça veut dire comment créer le monde. Il faut se dire que nous avons la tâche de créer le monde. Ce qui veut dire justement pas du tout une tâche de production, de fabrication, ça voudrait dire. Mais sans doute aussi pas par hasard une tâche dont il y a dans les temps modernes une figure qui n'est qu'une figure, mais qui est la figure de l'art, de l'artiste. On a dit justement qu'il crée un monde.
Alors il y a là aussi des pièges d'ambiguïté, mais bon. Alors, moi je voudrais dire, la question que nous avons devant nous, c'est celle de créer le monde. Ce qui veut dire identiquement, c'est la question de penser comment le monde est créé. C'est-à-dire comment le monde sort de rien, ou est fait de rien. Ce qui veut dire à ce moment-là que entre les singularités du monde, dans cet entre-là dont on a parlé, dans cet entre, il y a justement le rien. Ça veut dire que le rien, c'est quelque chose. C'est quelque chose, c'est-à-dire ça n'est pas le néant. Le rien n'est pas la négation de l'être, le rien est la condition, oui, de cet être jeté de l'existence et de l'existence en totalité. Bon, alors j'arrête sur ce point qui n'est déjà pas vraiment un point. Alors, maintenant je remonterai un peu, en tout cas dans la question de Cacciari, puisque j'étais là, à la question du principe de contradiction. Mais là, alors là, vraiment pour répondre, parce que si je n'ai pas vraiment répondu, j'ai prolongé, j'ai continué, je réponds, mais alors là je réponds par un étonnement. Moi je n'ai pas bien compris pourquoi, ou alors c'est que c'est ma faute, je me suis mal exprimé dans les... Moi, je n'ai jamais voulu dire que le principe de contradiction était nié. Non, pas du tout. Non. Bon, alors si on est d'accord là-dessus. Ah non, 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 pas du tout. Et pas non, mais... Alors, si vous le dites... Bon, j'ai l'impression que Cacciari comprend que si on dit il y a à la fois origine et non-origine, il y a à la fois un et le multiple, alors ça supposerait une négation du principe de contradiction. Non. L'affirmation. Oui, non, mais... je reste dans le principe. Ah, il dit que je reste dans... Oui. Ah, bah, pardon. Alors ça, c'est peut-être dû aussi en partie à la traduction. Alors, Bon, alors, c'est une question inverse, mais réponse inverse. Non. Je veux dire, formellement, je n'ai aucune gêne à dire, oui, bien sûr, je suis dans le principe de contradiction, c'est-à-dire l'identité est l'identité, et elle diffère de l'autre identité. Bon, mais en même temps, alors ce qui si on veut, n'obéit pas au principe de contradiction, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Ça veut dire qu'il faut quitter le terrain formel à ce moment-là, c'est que l'identité n'est identique que moyennant la différence. Et que donc, la question de l'unité de l'identité et de la différence, qui est elle aussi, comme par hasard, une question heideggerienne, la question de l'identité et de la différence, ou si on veut dire finalement la question de l'unité, de l'identité et de la différence, c'est en effet la question 1 de l'absence de totalité présupposable ou postposable, c'est la question de l'absence de l'achèvement dans un tout qui soit autre chose que le tout d'une ouverture, ou que le tout même comme ouverture. Premièrement. Deuxièmement, c'est la question, je dirais, d'une solution du rapport identité-différence qui ne soit pas une solution dialectique. C'est ça, alors, ben, si j'ai bien là, on est d'accord, c'est-à-dire qu'on est d'accord, mais comme peut-être aujourd'hui tout le monde est d'accord pour ne pas se vouloir dialectique. Qu'est-ce que ça veut dire dialectique? Ça veut toujours dire, c'est quoi, au sens hegelien. Et dialectique au sens hegelien, en général, on le comprend comme ceci, que le négatif supprime un moment ou un aspect unilatéral, mais le conserve et le redonne sous une forme plus élevée. Donc c'est la positivité du négatif. Et en effet, on peut dire que toute la question est là. Toute la question est, je laisse ici Hegel de côté parce que je ne suis pas sûr du tout que Hegel se réduise à cette manière de comprendre la dialectique.
Et disons, pour nous, la question est certainement comment travailler, penser une négativité qui soit une affirmation et qui ne soit pas la résolution dans une unité supérieure. Oui, alors à ce moment-là, je dirais, oui, bon, mais pour moi, cette négativité, c'est la négativité, justement, du rien qui est entre toutes les singularités, et c'est-à-dire à la fois qui les sépare, mais qui, en les séparant, permet le rapport. À ce moment-là, je dirais d'une certaine façon, peut-être tout cela est la question du rapport, en effet. Et là, moi, je veux bien accorder à Michel tout ce qu'il voudra avec la Trinité. J'en dirais même plus. Saint Thomas dit que la plupart de la relation, il dit que seul Dieu est l'être dont la substance est identiquement la relation entre les trois personnes. Eh bien, je dirais, je suis tout à fait prêt à prendre en charge ce théologène et pour voir comment le penser d'une façon que je ne saurais même pas bien, disons, pour faire vite, de façon athéologique. La question est en effet de penser une substance, à savoir la substance du monde en général, ou, bon, si on veut rester dans cette sphère, disons la substance de la communauté, parce que être singulier pluriel, parle seulement de la communauté, pas seulement humaine, à vrai dire, si je me souviens bien. Enfin bon, laissons, le reste, c'est encore un autre chapitre. Mais c'est de penser une substance, donc un sujet qui ne soit que relation. Et incontestablement, c'est quelque chose, évidemment, qui a une sorte de... Il y a un ancrage et une provenance dans cette théologie de la Trinité. Ce qui peut d'ailleurs se compliquer encore du fait que chez Augustin, auquel aussi vous avez fait plus qu'allusion, que chez Augustin, on a précisément cette situation qui était vraiment génératrice du monde moderne, cette situation que le plus intérieur est encore plus intérieur que le plus intérieur de l'intérieur d'un sujet, justement, et c'est la très fameuse formule d'Augustin, Deus interior intimo meo, superior sumo meo. Je ne dis pas à l'intérieur de l'intimité, d'autre part, le sommet, ce qui toucherait sans doute aussi à la question dite de la souveraineté. Bon, je veux dire par là, de toutes ces manières-là, il me semble qu'on tourne autour de la même chose, qui est en effet ce que Massimo Donna avait formulé tout à fait au début, et que je trouvais très bien formulé en parlant de la relation comme origine. Si on pense que l'origine est dans la relation, on peut le dire d'ailleurs là encore en termes très chrétiens, l'origine est justement dans la création par un Dieu qui est lui-même relation, d'un monde qui n'est que relation. Et en plus, d'ailleurs, relation de relation, ce monde est, bon, le monde créé selon cette relation est lui-même un monde qui n'est monde que dans la relation à son créateur. Et peut-être toute la difficulté pour nous étant simplement, si je peux dire simplement, de défaire, peut-être tâche infinie, mais de défaire tout ce qui peut toujours reconstituer une substance, une subjectivité, une identité transcendante et transcendantale d'un sujet de la relation. Donc si on prend
la formule donna littéralement la relation comme origine, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça fait à l'origine? D'ailleurs, à mon avis, pour dire un tout petit mot de nouveau de Heidegger, je dirais que peut-être ce qui, chez Heidegger, a été tellement important pour nous tous, pour la pensée contemporaine, c'est bien une mise en suspens, en question de l'origine. Tout Heidegger procède d'un formidable travail de désorigination. Désorigination de l'être, désorigination jusqu'à un certain point de la philosophie de l'Occident. De ce point de vue-là, peut-être, bon. Mais laissons. En revanche, du côté de la relation, il y a quelque chose chez Heidegger qui reste suspendu à l'introduction d'un être avec, d'un Mit-Sein ou Mit-Dasein, sur lequel ensuite Heidegger n'aura pas dit grand-chose, ou peut-être pas tout ce que maintenant nous savons qu'il faut essayer de dire. Maintenant, je vois dans mes notes que Massimo Donna a envoyé aussi une autre formule, du moins dans la traduction. Je ne sais pas si la traduction littérale, une formule un peu amusante et je dirais presque explosive, c'était la formule de compresser l'origine sur l'existant. C'est ça? C'est ça que oui, alors cette compression de l'origine, ça m'a bien plu parce que je me suis dit, si on compresse l'origine sur l'existant, elle éclate. Plus non. Mais en effet, je crois que c'est de ça qu'il s'agit, et ça aussi, c'est ce qu'a Heidegger indiqué, comment penser que l'origine est l'exister. Ben, comme Heidegger, c'est de nous faire penser être hors d'eux. Ou donc l'être jeté aussi. Comment penser cela si l'exister ne sort de rien? Plus précisément, il sort de rien. Vous voyez, c'est par exemple toute la série des questions de la naissance, de l'identité personnelle ou collective. Toute la série des questions que nous connaissons malheureusement trop bien, suspendues aux identités collectives biologiques, raciales, ethniques, et de fil en aiguille aussi, nationales, etc. Tout ça renvoie à une telle question, à la question en effet de l'origine comme existence. Alors, maintenant, que puis-je faire? J'aimerais, je ne sais pas, vous me dites comment vous voulez, si vous voulez qu'on... Je dis encore quelques mots, puis après peut-être vous reprenez la parole. Je voudrais quand même alors dire un mot sur la question posée par Cacciari du fait alors là, je ne sais pas, est-ce question de traduction, est-ce question de malentendu? Bon, Kant ne dit nulle part que l'idée de la liberté serait démontrable dans l'expérience. Jamais. Il dit qu'elle est montrable. Je ne sais plus la phrase exacte. Elle est Forstelbach, dans l'existence. Elle peut être présentée dans l'existence. Ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais en effet, non, il n'y a pas. Bon, pour moi, le fait. Ben, on peut peut-être pas passer trop de temps sur ce point, peut-être un peu technique, mais le fait dont parle Kant, le fait de la liberté, c'est aussi d'ailleurs identiquement ce que Kant appelle le fait de la raison, le factum rationis, qui est celui de la thérapie catégorique, etc. Ce fait-là n'est pas du tout un fait au sens d'une positivité objective qui pourrait être démontrée, c'est un fait
au sens où, à cet endroit-là, on touche à la limite. C'est le fait d'une limite, d'une butée. Il ne peut pas passer au-delà, ce qui correspond précisément au fait que la raison ne peut pas démontrer sa propre liberté. Mais elle y touche. Alors, et Kant a en effet cette phrase très étonnante qui a étonné plus d'un commentateur, bon, je ne sais plus maintenant bien ce qu'on en a dit dans les commentaires classiques, mais que l'idée, peut-être l'idée de la liberté est la seule, en plus il insiste, c'est la seule des idées de la raison qui peut être présentée dans l'expérience. Et moi je comprends cela comme ça, je comprends que ça veut dire à peu près, je ne fais pas exprès, à peu près ce que vous avez dit, je la sais, je la sens comme indémontrable. Ben oui, c'est ça. Moi, je crois que c'est ça le fait kantien. C'est-à-dire, bon, ce dont il s'agit simplement de tirer ceci, que la liberté est non présupposable, non appropriable, et qu'on ne peut pas dire « je suis libre », mais l'existence est, je dirais, libérée. Non pas l'existence est libre, c'est-à-dire l'être libre comme un prédicat du sujet existant, mais l'existence, elle est libérée en tant qu'elle est jetée. Elle n'est pas libérée non plus par personne, mais elle est libérée en tant que l'être jeté est de lui-même une libération. Et une libération pour une liberté, alors là on n'a pas parlé de Spinoza, mais évidemment il faudra en parler. Il y a une liberté qui, qu'on pourrait dire exactement comme chez Spinoza, qui n'est pas la liberté de l'individu ni de l'homme en général, qui est la liberté chez Spinoza de Dieu ou de la substance, mais ça veut dire là aussi il faut se débarrasser des mots datés, si on veut, de Spinoza, ça veut dire que la liberté ne peut être que la liberté de tous et du monde entier à la fois. Il ne peut pas être ma liberté par rapport à ceci et cela. Bon, j'aimerais toucher, alors peut-être pour arrêter provisoirement au moins là-dessus, j'aimerais toucher un point de ce que Esposito a dit en parlant de philosophie désormais mondaine, mondiale, et alors là, j'ai noté en tout cas qu'il y avait un certain renvoi plus ou moins explicite à la phrase de Marx sur la transformation du monde. Et non, pas la même chose, mais tu as parlé de transformation. Oui. La transformation, c'est ancré dans le régime de la signification, la transformation. C'est la coïncidence et la chute ensemble de la philosophie au monde. D'accord. Oui, alors. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça, le renvoi à Marx, mais parce que, bon, je crois en effet que la phrase de Marx, qui a fait un effet si fort longtemps, elle a, je dirais, elle a un sens. Mais elle a un sens qu'il nous faut encore comprendre autrement que dans l'opposition interprétée, transformée, la transformation étant, comme tu le dis toi-même d'ailleurs, encore une forme d'interprétation, dans la dépendance d'une interprétation. Alors moi je serais d'accord pour le dire comme ça, la philosophie coïncide avec le monde, cette co-incidence étant le point où le monde fait sa propre expérience, il fait l'expérience de lui-même. Bon. Cette expérience, comme expérience occidentale, est devenant mondiale. Et l'expérience, donc pour résumer, elle est l'expérience du non-fondement du monde. Le monde expérimente son non-fondement. Enfin, expérimente, il en fait l'épreuve. Il faudrait vraiment en parler sur ce que c'est que l'épreuve.
ici, il faut que je prenne une précaution quand même qui est d'ajouter pour ceux qui sont toujours gênés quand même par le découpage philosophie occidentale, qui pensent mais si la solution était dans une autre philosophie ou dans une autre pensée, par exemple dans telle ou telle sagesse orientale. Et alors là, je voudrais essayer de dire de manière très rapide, très simple, que avec le plus grand respect pour les sagesses orientales, qui sont des choses extraordinaires. D'ailleurs, très très souvent reconduisent près de toutes ces questions de rien et d'absence de fondement. On pense en tout cas aux plus grandes formes du bouddhisme ou du Tao, qui, bon, alors là il faudrait faire des tas de considérations encore historiques sur le rapport historique entre l'Occident et, par exemple, la naissance du bouddhisme. Mais je veux simplement dire ceci, si la mondialisation a bien un sens, et elle en a un, fût-ce le sens de l'absence complète de sens, si elle a bien un sens et une nécessité, c'est de nous obliger à nous confronter avec cette coïncidence de la philosophie et du monde comme expérience de l'absence de fondement du monde. Alors là, dans cette mesure-là, je suis tout à fait d'accord. Mais je voudrais seulement ajouter ceci. Il y a aussi toujours le danger, quand on dit ce genre de choses, alors tout ce qu'on dit là un peu depuis le début, c'est-à-dire l'identité de la philosophie et de toute l'histoire de l'Occident est désormais de la mondialisation, identité, coïncidence de la philosophie et du monde, on se fait souvent dire, alors, votre philosophie consiste à dire amen à tout, tel que c'est. Et vous avez abandonné non seulement toute vision du monde, mais aussi toute volonté justement de transformation, de révolte, de révolution, d'indication d'un autre horizon. Alors, c'est là, je crois, que pour être précis et juste, il suffit d'une certaine manière de dire ceci. Non, si la philosophie coïncide avec le monde comme expérience de l'absence de fondement, ça veut dire qu'il faut libérer l'accès à l'absence de fondement. Et que ça, c'est une tâche qui n'est pas du tout simplement théorique, par exemple, c'est aussi une tâche politique, pratique, esthétique, économique, je comprends. Mais bon, je ne prolonge pas là-dessus. Je ne sais pas, voilà, pour le moment, peut-être mieux que je m'arrête et puis